Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame à Saint-Louis. 2 corps sans vie ont été découverts à quelques mètres des cimetières Tchem et Tchakandiaï. L'une des victimes identifiées est un jeune garçon de 9 ans. Nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek nous en disent plus dans ce sujet. Des sapeurs-pompiers de la 51e compagnie ont été informés ce matin de la découverte de 2 corps sans vie dans les eaux du fleuve, à hauteur du quartier de Gendar. Le drame s'est produit dans la matinée sur le petit bras du fleuve, à quelques mètres des cimetières de Tchakandiaï. Sur place, les sapeurs-pompiers ont découvert les corps avant de les transporter à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il s'agit de 2 garçons âgés de 12 ans et 9 ans repêchés par des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers. Selon nos premières informations, aucune trace de blessure n'a été trouvée sur leur corps. Il s'agit probablement des cas de noyade rejetés par le fleuve. L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit de Ousmane Faye, âgé de 9 ans. Présentement, les 2 corps sont à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Marche contre le durcissement des procédures de visa. Le collectif de la société civile qui travaille sur les questions d'immigration irrégulière a entamé une campagne de sensibilisation dans ce sens. Ce matin, ces organisations ont tenu justement une randonnée pédestre pour inviter les autorités à prendre sérieusement cette question en compte. Les détails, c'est avec Dissa Prera et Alun Diagne. Oui au visa et non aux contraintes. Visa pour tous. Tous en marche pour un seul et même objectif, faire en sorte que les procédures d'octroi de visa soient plus équitables et que cessent les tracasseries imposées par les ambassades aux demandeurs. Nous pensons que la question des visas doit être reposée sur la table. Nous pensons que nos autorités doivent étudier la question. Parce que c'est d'abord la question de la migration est d'abord un problème de droit. Migrer, c'est un droit. Les procédures de visa sont des procédures administratives normales. Ça ne devrait pas être difficile, ça ne devrait pas être tant compliqué. On ne devrait pas prendre les populations en otage par rapport à des systèmes de négociation diplomatique. Il faut que nos diplomates, il faut que nos responsables, il faut que le gouvernement puisse vraiment couper ce système. Ça ne peut pas continuer, les populations souffrent. Psychologiquement, il n'y a pas un Sénégalais. Psychologiquement, il n'y a pas un Sénégalais qui est confronté à un problème. Le plus haut fonctionnaire, au plus petit commerçant, s'il dépose un visa, il est dans l'angoisse. Émigrer, un droit pour tous qui plus est stipulé dans beaucoup de conventions et traités. Pour la soixantaine d'organisations qui a initié cette campagne, nos gouvernants doivent davantage considérer cette question. D'engager de manière très efficace et très rapide des négociations pour réviser les accords bilatéraux qui lient le Sénégal aux États Schengen, mais également aux autres parties du monde, notamment les États-Unis et le Canada, pour permettre quand même aux populations sénégalaises de pouvoir effectuer leur voyage en respectant le droit sénégalais, le droit international, mais également nous pensons que faciliter l'accès au visa, c'est une recommandation du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières en son article 5. Mais en plus de ça, il faut un peu ajouter la question de ces frais de visa qui nous semblent être excessifs et qui en réalité ne sont pas remboursés en cas de refus du visa. Mais ces sociétés aussi qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour traiter les procédures à la place des ambassades, ce qui nous semble être une façon de spolier nos populations qui ne se comprend pas. Elles sont 61 organisations de la société civile à engager cette campagne pour une réforme en profondeur des procédures de visa, car, estime-t-elle, l'immigration est un droit et cela pour tous. Après allouement au secteur de l'éducation, des budgets des défuntes institutions que sont le HCCT et le 16, Andegussum monte au créneau. Plus de considération à l'égard des acteurs de la santé, c'est ce que réclame Balodja Cham. Le secrétaire général d'Andegussum s'est exprimé en marge d'une cérémonie le distinguant Dr Honoris Causa. Je vous propose de l'écouter. L'État nous suit dans notre logique, c'est tant mieux. Si l'État ne nous suit pas aussi dans notre logique, c'est les populations qui continueront aussi à réclamer, parce que la santé est un droit.
un droit humain aussi, comme on dit, c'est à la mode. Droits humains, mais je pense que le droit le plus fondamental, c'est le droit à la santé, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à la production. Les besoins en santé, c'est des besoins avant la naissance et à la mort, parce que même les morgues doivent fonctionner, c'est des dépenses en santé. Et aussi, ces questions d'autopsie et tout, c'est aussi des dépenses en santé. Or, les dépenses en éducation, c'est des dépenses ponctuelles. C'est des dépenses ponctuelles. Alors ici, c'est des dépenses même des fois urgentes. Donc nous pensons que l'État doit réviser cela. Et si nous interrogeons même le référentiel Horizon 2050, nous avons vu qu'il a été projeté le recrutement de 6 000 sages-femmes et infirmiers d'État. Mais 6 000, qu'est-ce que ça représente? Nous avons dit en fait que c'est avec cette démographie qui galope, c'est en fonction des besoins, en fonction aussi de la carte sanitaire. Et les normes aussi, on a des normes tropicalisées, ce n'est pas des normes de l'OMS et on n'est pas encore à ces normes-là. Et donc si on nous dit 6 000 d'ici 2050, donc il y a des questions aussi à se poser par rapport à ça. C'est comme si la santé n'était pas une préoccupation pour le gouvernement. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le terrain. Nous sommes des sentinelles, donc nous n'avons pas de problème particulier par rapport à ça. Après décision des autorités de recruter des enseignants pour combler le déficit, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation réagit. Pour ses membres, il n'est plus question de politiser les recrutements. Face à la presse lors de la réunion de sa commission administrative, le SADEF s'est montré ferme sur la question des enseignants décisionnaires. D'après son secrétaire général Mbaye Sarr, le gouvernement doit trancher cette question au plus vite. Nous l'écoutons au micro d'Al-Hassan Ba. La question de la fonction publique locale, l'association des maires du Sénégal est encore restée à fond. Les travailleurs des collectivités locales s'interrogent. On dit que l'AMS est absent du débat de la fonction publique territoriale. Et ça ne se comprend pas et ça ne s'explique pas. Parce que l'AMS étant l'association des maires du Sénégal, et les maires du Sénégal étant les employeurs des travailleurs des collectivités locales, ils ne doivent pas fuir ce débat. Pourquoi ne veulent-ils pas s'inviter au débat pendant que leurs employés vivent les misères les plus abjectes, se demande Siredia, secrétaire général des travailleurs des collectivités territoriales. Les collègues que vous voyez, beaucoup d'entre eux ou certains d'entre eux sont dans des difficultés par rapport dans leur collectivité territoriale. Certains, jusqu'à présent, par rapport à la situation spécifiquement dans la région de Diourbel, beaucoup de collègues ne connaissent pas leur statut. En assemblée générale ce samedi à Diourbel, les travailleurs des collectivités territoriales dénoncent l'attitude de leur ministre de tutelle. Au ministre Moussa Balla Fofana, cet appel vient de Diourbel. Nous l'avons écrit plus de 2 fois, il n'a pas répondu. Nous lui demandons d'ouvrir ses portes et de parler aux travailleurs. Parce que le ministère appartient aux travailleurs. Il n'a qu'à ouvrir ses portes, écouter les travailleurs. Aussi invite-t-il le président de la République à s'impliquer dans la résolution de ce problème qui a traversé tous les régimes issus des alternances. Oui, c'est un président, il est jeune comme nous et nous l'interpellons. C'est un président, il a moins de 50 ans. Il doit savoir ce que ces gens-là souffrent. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, eh bien, il s'agissait là plutôt des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal qui dénoncent l'attitude de l'association des maires du Sénégal qui, depuis l'entame du combat sur la fonction publique locale, n'ont pipé mot sur la question. Siredia, que vous venez de voir sur ces images, ainsi que ses camarades, étaient en assemblée générale à Diourbel. Ils ont donc fustigé le comportement de leur ministre du tutelle, non sans inviter le président de la République à trancher cette question qui n'a selon eux que trop duré. Ziguinchor pour parler du programme Zéro Abri Provisoire qui vole au secours de Mangoulène. Le programme Zéro Abri Provisoire dirigé par le docteur Rose Wardini accompagne les populations du village de Mangoulène dans la région de Ziguinchor. Le bloc administratif du CM de la localité a ainsi été reconstruit. La maternité et la mosquée du village ont été réfectionnées. Le point, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est ce bâtiment qui faisait figure de bloc administratif du collège d'enseignement moyen de Mangoulène dans le département de Bignona. Informée, la responsable du programme Zéro Abri Provisoire a construit celui-ci. Suite à ma première visite il y a 2 mois, je m'étais engagée personnellement à reprendre le bloc administratif. Depuis le discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un élément m'a touché, c'est l'éradication des abris provisoires. Et nous sommes tout à fait d'accord
Parce qu'en 2024-2025, nous ne devrions plus voir ça. Les Sénégalais méritent de meilleures conditions de vie. Rose Wardini a également réfectionné la mosquée, mais surtout la maternité de Mangoulène. Avec le projet du nouveau gouvernement, c'est le don de soi. Donc nous sommes en train de favoriser, d'impulser à la jeunesse ce don de soi. Elle est venue visiter, voir la situation de la maternité et elle s'est engagée. Ça ne fait même pas 3 mois qu'elle est passée par là. Elle a vu la situation et aujourd'hui c'est presque une maternité très neuve. Une maternité qu'on peut faire des soins de qualité, des accouchements de qualité. Malgré ça nous reste encore, mais c'est à saluer. Et elle nous a amené des lits, réfectionné la maternité tout entière et équipé les lits en matelas et des rideaux, tout est là. Selon sa promotrice, le programme Zéro Abri Provisoire devrait se poursuivre et s'étendre à d'autres régions du pays. La modernisation des infrastructures de diffusion, un défi à relever, annonce la directrice de TDS-SA, Dr Aminata Sarr, déplore par ailleurs l'invasion foncière des sites et installations du centre émetteur de Touba Mbaké face aux nombreux risques d'accidents pour les populations. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pape Balagay et Talassamba. TDS-SA avait entamé la première phase de ses tournées dans les zones sud du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes venus un peu dans le nord, ici à Mbaké, pour nous rendre compte d'une situation, visiter les lieux déjà et également voir l'état des infrastructures actuelles. Et je pense que nous avons pris note, en tout cas, des besoins de notre chef de centre ici présent, M. Abdou Gueye, qui a un travail colossal. Et nous avons vu également les efforts, en tout cas, qu'il déploie, ainsi que le personnel trouvé sur place ici. Nous avons été bien accueillis. Nous avons fait également la visite des locaux, mais aussi du foncier. Donc le périmètre, en tout cas, qui englobe le bâtiment ici à Touba Mbaké. On a fait un constat, c'est qu'il y a une invasion foncière, un tout petit peu, et nous pensons voir avec les autorités locales comment faire pour sécuriser le bâtiment. Éviter peut-être un risque civil, on ne sait jamais, hein. Donc c'est sensible. Nous parlons de machines, nous parlons d'électricité, et sans compter aussi que parfois on peut avoir des choses qui tombent du ciel, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est un peu ça, et nous avons foi vers l'horizon, pour l'horizon, parce que nous avons décliné dans un atelier nos objectifs où on a fixé ensemble avec le personnel de façon inclusive vraiment les points stratégiques vers lesquels nous allons. Déjà, moderniser l'infrastructure de diffusion, c'est très important pour un meilleur maillage. Nous avons pensé que ce serait bien d'identifier des projets et programmes prioritaires pour moderniser ces infrastructures. Ensuite, nous voulons offrir des services innovants, accessibles à tous et de qualité. Et cela passe bien sûr par la valorisation de ces éléments que nous avons déjà en interne. Il s'agit de valoriser le canal 99 de la TNT pour les événements de live. Donc nous avons aussi, on a cette volonté de lancer une plateforme OTT de VOD pour permettre aux utilisateurs aussi d'avoir des contenus en streaming et plein d'autres choses, surtout renforcer le positionnement de TDS dans l'écosystème médiatique. L'accès aux manuels scolaires, un véritable problème dans les établissements scolaires de Kolda. Ce problème est encore pire dans les établissements scolaires du monde rural où les écoles qui ont une bibliothèque peuvent se compter sur le bout des doigts, ce qui fait de la lecture le parent pauvre auprès des élèves en zone rurale. Pour faire la promotion de la lecture dans certains milieux hostiles, eh bien, des acteurs de l'éducation sont venus à la rescousse de certains collèges d'enseignement moyen. Dr Elhaj Oumar Sané, parent d'élèves à Dioula-Colon, et de cela, ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. On a défini le sens du livre pour dire que le livre permet de voyager, le livre permet de donner le savoir, la connaissance, la compétence. Ce sont ces choses-là qui m'ont poussé à aujourd'hui doter les différents CM de la commune de Dioula-Colon des livres. Parce qu'on sait que j'ai essayé de faire l'état des lieux. Je me suis rendu compte au niveau de ces CM, il n'y avait presque pas de livres. Et la demande était là. Et vous savez, ce n'est pas tous les enfants qui ont les moyens de se trouver des livres. Donc j'ai jugé nécessaire de faire tout pour au moins leur doter de livres
et j'ai pu trouver 1200 livres pour leur donner sur les différents programmes. Si je crois que ce n'est pas le livre seulement, parce qu'il faut aussi d'autres choses dans l'éducation. Parce qu'on voit des abris provisoires qui sont là en face de nous. Donc il faudrait que les gens pensent déjà en accompagnant l'État, parce que l'État c'est nous. L'État a un programme de résorber tous les abris provisoires et nous serons là pour accompagner l'État. Allez, retour à Dakar à présent pour parler de ces 1200 jeunes de la région qui ont bénéficié de différentes formations en technique de pavage, de topographie, de conduite, entre autres, une initiative du mouvement YITE Sénégal qui compte former 6200 jeunes à terme pour participer à l'emploi, pour résorber le chômage plutôt. Selon son président, bien ce programme va s'étendre dans les 6 régions du pays. Amadou Gueye, que nous écoutons, ses propos sont recueillis par Habib Faye. En offrant surtout donc, des formations qualifiantes pour doter de ces jeunes-là des compétences techniques qui leur permettront donc, de trouver un emploi et pourquoi pas d'être des entrepreneurs de ce référentiel Sénégal 2050 à travers des formations donc, rapides donc, telles que la topographie, les techniques de vente pour en faire des technico-commerciales, donc pour leur apprendre aussi des métiers qui tournent autour du pavage, donc des conducteurs d'engins de chantier, donc des conducteurs de taxi VTC et plein d'autres métiers. Donc même dans le domaine du maraîchage, donc aujourd'hui notre mouvement offre des formations gratuites pour ces jeunes, donc dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ndaoudou Top. Donc ce programme-là vise à former donc 6200 jeunes. Donc c'est un programme qui vise 6 régions du Sénégal. Donc aujourd'hui nous avons démarré à Dakar. Donc entre le 14 octobre, jour de lancement du référentiel Sénégal 2050 à aujourd'hui, c'est 2 mois. Donc nous avons formé 1650 jeunes déjà. Notre objectif pour la région de Dakar est de former au moins 2200 jeunes. Donc ensuite nous irons dans la région de Thiès, Kolda, Kaolack, Ziguinchor et Matam. Je vous l'annonçais en titre, ce vendredi 13 décembre, le cinéma Pathé de Dakar a accueilli une projection privée du biopic tant attendu Fanon, réalisé par le cinéaste guadeloupéen Jean-Claude Barny. Devant un public composé de professionnels du cinéma sénégalais, ce film a offert un hommage poignant à Frantz Fanon, figure incontournable de la lutte anticoloniale et de la pensée post-coloniale. Une soirée qui s'est clôturée en beauté par une séance d'échanges enrichissants avec le réalisateur, salué pour son engagement artistique et son regard critique sur les questions identitaires et coloniales. Abdoulaye Diop. C'est une fin de film marquée par une note musicale empreinte de mélancolie qui accompagne les dernières images de la mort de Frantz Fanon, inhumé dans la plus grande discrétion en 1961. Le public ému semble être conquis par cette soirée inoubliable, riche en émotions, qui mêle la force de l'histoire de Fanon et la réussite artistique du réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny. Je vais essayer de poser une question parce que je n'y arrive pas. Dans le cadre du festival Dakarcourt, ce biopic sur Fanon, réalisé par Jean-Claude Barny, a été présenté lors d'une projection privée devant un parterre professionnel du cinéma sénégalais. Une occasion précieuse de découvrir ou de redécouvrir Frantz Fanon à travers le regard cinématographique du réalisateur guadeloupéen. Je pense que je me devais de lui rendre hommage, de le remercier de tout ce qu'il m'a apporté encore en tant qu'être humain. Et puis c'est aussi c'est presque un film hommage à ce monsieur, à ce grand monsieur. Super, super. Et aujourd'hui, nous avons reçu Jean-Claude Barny, qui est un réalisateur français, antillais, africain, qui vient de nous montrer un grand film, un long métrage sur Fanon, qui est une figure importante de la résistance, comme Cheikh Anta Diop, comme Léopold Sédar Senghor, comme Aimé Césaire. Il vient de sortir le film. D'ailleurs, le film n'est pas encore sorti en salle. Il va sortir en 2025 et nous, au Sénégal, on a l'exclusivité d'avoir le film en grande première ici. Et du coup, c'est un plaisir.
Frantz Fanon, dont les écrits ont profondément marqué de nombreux intellectuels africains et les consciences universelles, reste une référence incontournable pour comprendre les enjeux de la lutte anticoloniale et les identités postcoloniales. Fruit de nombreuses années de recherche et d'un travail minutieux, ces films explorent les multiples facettes de cet intellectuel engagé, psychiatre, philosophe et écrivain. Jean-Claude Barny est originaire de la Guadeloupe. Il s'est formé à la réalisation en s'imprégnant des œuvres de grands cinéastes. Son cinéma, imprégné d'une forte dimension politique et culturelle, donne une voix à ceux qui en sont privés. C'est que le film que nous apportons est aussi une œuvre cinématographique. Donc il y a cette conscience de répondre à des temps présents et aussi de proposer quelque chose de nouveau dans l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'il fallait quand même avoir une représentation sur ce territoire et Dakar s'est imposé pour justement permettre au film de faire ses premiers pas et d'avoir un public très sensible parce qu'on sait qu'à Dakar a porté beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens très aguerris à l'œuvre de Fanon. Et puis il y avait une confrontation réaliste à faire. À la fin de la projection, le public a exprimé son émerveillement, notamment face à la performance de l'acteur principal incarnant Fanon. C'est difficile on peut imaginer un personnage, mais arriver de manière aussi juste sur le faciès, sur comment on le voyait, en tout cas au niveau des photos, on n'a pas de doute que c'est Fanon qui est en train de la résurrection de Fanon en même temps. Alors comment vous avez fait pour trouver cet acteur? C'est vraiment, j'aimerais bien voir un peu en tant que réalisateur. Prévu pour une sortie en avril 2025, ces films sur Fanon nous invitent à redécouvrir un penseur dont les idées résonnent encore aujourd'hui avec une puissance saisissante bien au-delà des frontières africaines. Merci à Abdoulaye Diop. Un tour de l'actualité internationale à présent nous mène à Abuja, au Nigeria, où se tient le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous irons aussi en Algérie, où une sévère mise en garde a été notifiée à l'ambassadeur de France à Alger par le ministère algérien des Affaires étrangères. Et pour finir, nous effectuerons un petit crochet à l'est de la RDC, où devait se tenir une rencontre tripartite entre Paul Kagame, Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine, et Félix Tshisekedi, président de la RDC. Le point, c'est avec Abou Faye. C'est à Abuja, au Nigeria, que se tient à l'instant le 6e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. De nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, celui qui risque d'éclipser les autres est la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Nigeria et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier 2025. Désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel, AES, ces trois pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. Retenez qu'une sévère mise en garde a été notifiée à l'ambassadeur de France à Alger par le ministère algérien des Affaires étrangères. Il est accusé d'avoir mené des opérations et manœuvres agressives pour déstabiliser les pays, ont rapporté plusieurs journaux ce dimanche. L'ambassadeur Stéphane Romatet s'est vu signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. Écrit le quotidien gouvernemental El Moudjahid. Le président congolais et rwandais devraient se retrouver dans la capitale angolaise en réponse à l'invitation de leur homologue Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les deux pays. L'objectif était de parvenir à un accord de paix, mais des tensions apparues avant même l'arrivée des chefs d'État ont fait échouer cette rencontre. La partie qui n'est pas là, c'est donc le Rwanda. Le président Paul Kagame ne s'est pas rendu à Luanda. En cause, explique Kigali, l'impasse des discussions suite au refus de Kinshasa à négocier directement avec le groupe armé du M23.
Le sport à présent, le basket et malheureusement AS Ville de Dakar qui tombe face à APR sur le score de 96 à 94. Le club de la municipalité qui rate donc la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball chez les dames. En football, troisième journée de groupe C de la Coupe CAF, l'ASC Jaraaf revient de son déplacement du Botswana avec un nul blanc face à Orapa United. Quant au Jaraaf, eh bien, il a dû se contenter du point du match nul sur la pelouse de l'Orapa United. Les Médinois enchaînent un troisième match sans marquer le moindre but et manquent ainsi l'occasion de mettre la pression sur l'USM Alger ainsi que l'ASEC Mimosa. Voilà donc qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de soirée en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci. Sa téléphone, sa wurus, sa moto, sa ordinateur. Li ci gën a neex 20 minutes bu ne nga gagné 20 000 francs crédit wala 20 giga internet. Ak Yaas dafay gën a neex. Active un forfait au dièse 155 dièse ou fais une transaction avec Mix au dièse 150 dièse et gagnez des lots chaque jour. Nee ma Yaas, free mooy Yaas. Le jus sans colorant et fruits de Gantan, Piro mango, ananas, Giga cocktail, amna orange. Man, Piro Junior rek lay naan. Ak a neex, ak a baax. Piro Junior moo baax si xale yi. Jus bu baax si xale yi, jus bu neex bi ñëw na. Piro Junior, jus bi moo neex. Jus bu baax si xale yi. Francs rek lay jar. Crème rose anti-vieillissement. Crème rose pour un visage éclatant. Crème rose pour le rajeunissement de votre visage. Crème